ce qui nous a intrigués, c'est sur une photo de l'Institut géographique national qui se trouvait en mairie, c'est-à-dire une longue ligne droite qui ne correspondait à rien, ni ruisseau, ni chemin, et qui se manifestait au travers de la forêt ou des champs par un tracé. Ensuite, c'est un texte, celui de l'abbé Despart, qui avait été commandé par Prosper Mérimée, qui était ministre des Affaires culturelles sous Napoléon III, qui avait commandé aux curés des paroisses de faire une étude historique de leur paroisse, donc, et qui avait relaté le passage à l'est de Mimizan d'une voie romaine. Notre chance, c'est d'avoir repéré ce tracé sur cette carte IGN au 25 millième, faire agrandi. Et effectivement, à partir de là, il fallait, comment dirais-je, essayer de voir sur le terrain. Je pense que c'est l'abbé Despart qui en a le mieux parlé, le curé de Mimizan, comme par hasard, qu'il a bien décrite, il a bien situé, seulement par rapport à nous, il n'avait pas, disons, l'avantage de la photographie aérienne pour pouvoir la voir, parce qu'effectivement, cette voie sur le terrain ne représente pas grand-chose. Autrement, elle passait, disons, à l'est de Mimizan, en dehors pratiquement de toute localité, quoi, sauf quelques endroits où où il restait quand même des quartiers. Oui, du côté d'Oreillard en particulier. Surtout l'Oreillard. On est à peu près au niveau de ce qu'on supposait être à la station de Ségosa. Le tracé, donc, sombre, avec deux traces plus claires, blanchâtres ici, qui correspondent donc au fossé de la voie. Bon, elle succède quand même à des voies gauloises. Parce que des voies gauloises existaient. Il ne faut pas imaginer que les Romains ont tout créé de toutes pièces. Et il y avait à ce moment-là, il y avait d'éventuels, effectivement, peut-être pas menace d'invasion qu'il faut dire, mais enfin, il y avait une voie stratégique qui longeait le littoral, oui. Et ensuite, c'était aussi une voie commerciale, et c'était, je pense aussi, une voie d'exploitation des ressources maritimes le long de la côte. À l'époque gallo-romaine, la France comportait 12 à 15 millions d'habitants. Simplement 4 fois moins qu'aujourd'hui. Il fallait bien qu'ils habitent quelque part, ces gens-là. Donc il y avait des habitants tout le long de la côte, vers l'intérieur. C'était pas des... Il y avait des centaines d'habitants sûrement dans nos régions ici. Donc il fallait bien qu'il y ait un commerce. Alors c'était pas Mimizan, c'était sans doute Ségosa. Et on a commencé à penser que véritablement, Ségosa, ça devait être la station de Saint-Paul-le-Vieux, dans l'anse de notre ancienne baie marine, effectivement, qu'il est toujours d'ailleurs. Parce que, à la suite de cette découverte de voie, il était immanquable quand même que sur la voie, il ne devait pas se trouver une voie simplement comme ça, on dirait peut-être centaines de kilomètres, il devait y avoir des stations. On a trouvé suffisamment d'indices pour pouvoir un jour faire déclencher un chantier de fouilles. On avait commencé par faire des sondages avant. Oui, peut-être. On a fait des sondages de reconnaissance qui n'étaient pas des fouilles. Les fouilles devaient être faites par des archéologues, bon, pas de problème. Enfin, nous étions, si vous voulez, les inventeurs. On a dit, bon, mais voilà, il y a quelque chose d'intéressant, à partir de là, il faut... Alors, effectivement, on a trouvé des poteries, la poterie sigillée, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des fragments d'amphores, enfin, tout un tas de trucs. On a dit, bon, mais là, il y a quand même quelque chose. Ça correspond assez bien, effectivement, à ce que pouvait être une station le long de la voie, c'est-à-dire une halte pour ceux qui allaient d'un point à un autre, c'est-à-dire une auberge, tout simplement. Saint-Paul, comme on le sait, a été traversé par la grande voie romaine qui descendait de Bordeaux à Pampelune via Dax et qui passait donc au lieu aujourd'hui bien reconnu du lieu Ségosa qui était dans cette halte sur les chemins, sur cette voie romaine. Et cette voie romaine a été empruntée ensuite pendant des siècles et des siècles. Elle a été empruntée surtout par les gens qui partaient pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Les chemins de Saint-Jacques
et le pèlerinage ayant démarré au tout début du Moyen-Âge, vers le 9e, 10e siècle, quoi. Donc tout le long de cette voie romaine, il y a eu des haltes qui se sont créées, et notamment Saint-Paul-en-Born avec Ségoza, et ici cette maison que nous avons ici, hein, qui s'appelle la maison de l'Hospitau, hein, en gascon, hein, qui veut dire l'hôpital, hein, qui était une maison réservée aux pèlerins partant vers Saint-Jacques, et aussi aux pèlerins allant prendre les eaux dans les fontaines miraculeuses qui étaient dans toute la région d'ici, et notamment ici à Saint-Paul, il y avait la fontaine miraculeuse de Saint-Clair. Cette voie, on l'appelle le camine Ariu, hein, qui est maintenant bien connu, mais on préférerait dire le camine Rumiu. Hein, c'est le chemin des pèlerins, des Romieux, des Jacquais, quoi, hein. Le camine Ariu est devenu, bon, c'est une habitude que l'on a, mais je préfère dire le camine des Rumiu, hein, des Roumiens, des pèlerins, voilà. Et cette maison, on en retrouve des traces du 15e, 14e, 15e siècle. Elle est déjà mentionnée au chevet de cette église, qui doit être une église datant du début du 14e siècle. Après, il y a eu beaucoup de chamboulements, d'écroulements, et les gens de Saint-Paul ont toujours voulu remonter cette église, qui est devenue église paroissiale simplement en 1678, parce que la première église paroissiale a été sur le lieu même de Ségoza, au bord de la voie romaine, hein, au quartier, pas très loin d'ici, au quartier de Loubeil. Voilà. Hein, donc, et cette église a été abandonnée en 1678 parce que les eaux de l'étang commençaient à envahir les terres, et l'église se retrouvait inondée. Donc l'archevêque de Bordeaux a ordonné son déplacement dans cette église, hein, qui s'appelait Saint-Michel de Pinsas. Dans l'église, on a mis une statue, hein, qui était, quand l'église a été décrite en 1620, il y a une description très précise de l'église avec tout ce qu'elle contenait. Et notamment, il est dit qu'il y avait une statue de Saint-Jacques qui était à côté du maître-autel. Donc dans cette église, on a remis cette fameuse statue de Saint-Jacques, qui est l'œuvre du sculpteur Francis Clertan, hein, qui est une statue en terre cuite et qui a été inaugurée et bénite le 23 février, donc c'est tout nouveau. Aujourd'hui, Saint-Paul a voulu perpétuer donc ce lieu, un lieu d'hospitalité et d'accueil, parce que dans le fond, depuis la nuit des temps, Saint-Paul est renommé pour son hospitalité. Donc on a monté un gîte qui reçoit maintenant des pèlerins de Saint-Jacques, un gîte qui est situé juste derrière l'église, et c'est le premier gîte communal sur la voie du littoral que l'association des Amis de Saint-Jacques est en train de baliser complètement. Le très grand problème des Landes, c'est un problème de communication, et c'est un problème qui est sensible dès le XVIIIe siècle, où en effet, beaucoup de responsables et beaucoup de fabricants de projets ont en tête essentiellement des projets de canaux. Et déjà, sous la plume des intendants bordelais du XVIIIe siècle, comme Dupré de Saint-Maur, on voit naître l'idée que non seulement les canaux sont indispensables, entre Bordeaux et Bayonne notamment, mais que ces canaux vont permettre le développement de la forêt de pins maritimes qui sera la richesse de la région. Dans les années 1830, commence à naître l'idée du chemin de fer, et qui éclipse le canal, et c'est à la fin des années 1830 qu'on décide la création entre Bordeaux et La Teste d'un chemin de fer. Et ça va être le début de cette révolution industrielle dans les Landes, qui se concrétisera en fait sous le Second Empire par la création du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, qui va véritablement créer les Landes modernes. Le chemin de fer est véritablement, je dirais, l'acte révolutionnaire qui est créateur, non pas de la forêt landaise qui avait déjà commencé à exister,
mais de la transformation générale des Landes en forêt de pins maritimes et en forêt industrielle. En créant le chemin de fer, on va également créer, d'une part, les routes, ce qu'on appelait à l'époque les routes agricoles sous le Second Empire. Les routes agricoles dont il faut savoir qu'elles ont été financées par les propriétaires de la compagnie de chemin de fer, qui étaient des financiers de génie nommés les frères Pereire, et les frères Pereire vont financer le réseau de routes. Et avec les routes, on va avoir les fossés latéraux qui, eux, vont largement contribuer à assainir les grandes landes marécageuses.